Dans ce webinaire numéro 13, je crois, il me semble, numéro 13, sur le KM. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Je suis Louis-Pierre Guillaume. Et Gonzague Chastenay. Et vous me connaissez depuis quelques temps, mais toujours vous rappelez, donc consultant en management des connaissances de mon côté, donc chez Amalté, partenaire de Uruk, depuis une vingtaine d'années sur le sujet du KM. Voilà, et moi je suis directeur associé chez Uruk, aussi en charge de l'offre Knowledge Management que je pratique depuis 25 ans. Et je suis aussi professeur associé au CNAM, où j'ai créé un certificat de spécialisation en gestion des connaissances. Et d'ailleurs, je suis au CNAM aussi en tant qu'intervenant pour le fameux certificat en question sur la partie communauté de pratique, qui est un de mes dadas. D'ailleurs, j'ai coécrit avec plusieurs personnes le livre sur le guide pratique des communautés qui va être sortir en anglais dans quelques semaines. Préinscription en cours. Et donc, vous, de votre côté, nous sommes gourmands de savoir qui vous êtes et où vous êtes. Nous sommes situés en région parisienne. Et vous, où êtes-vous? Et surtout, qui vous êtes? Donc, le chat est pour vous. Vous avez la possibilité de nous écrire. Alors, je vois déjà des gens que je connais. Je vois Patricia, l'esprit que je connais bien. Il y a Edita que je connais bien aussi. Il y a plusieurs personnes que je connais soit de COP1, l'association des praticiens du KM, ou dans des vies antérieures. Voilà, Patricia par exemple. Donc, on vous laisse effectivement vous présenter. Ah, nouvelle fan de Syracuse, bravo, ça. Ah, super. J'y serai en septembre prochain, Bravo, Syracuse. je ne connais pas encore. Oui, Anne-Julie, bonjour. Bonjour Anjuli. Bienvenue. Et sinon, ben non, quand même, le livre, oui, j'ai oublié de vous le dire, tant qu'à y être, le fameux bouquin, je fais de la promo, hein, je suis désolé, mais ce livre est vraiment tellement passionnant qu'il faut quand même le lire et le feuilleter. Hein. Et sur lequel, tu as écrit un livre, je crois, Gonzague. Oui, moi, j'avais écrit un livre sur le KM levier de transformation, avec toujours cette préoccupation de relier KM et process d'entreprise. Ça va être un cas d'école aujourd'hui, ce matin, puisqu'on va regarder le process d'ingénierie. Effectivement, c'est un beau sujet. KM et ingénierie. Donc, je vous laisse toujours écrire. Donc, il y a Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Sarah. Anne-Julie, Patricia. Alors, effectivement, ce qui nous réunit aujourd'hui, donc on a plein de choses évidemment à partager. Hein. Donc, je pense que vous voyez mon écran à l'heure actuelle. J'imagine que Oui, le son est bon. oui, oui. On voit les planches. Nickel. Alors, comme d'habitude, pas beaucoup de planches, mais beaucoup d'interactions. Bonjour Caroline. Donc, qu'est-ce qui nous réunit aujourd'hui, effectivement? C'est bien le KM en ingénierie. Alors, il y a plein de sujets, évidemment, dedans. Alors, on a eu quelques demandes de votre part hein, lors de l'inscription. Bonjour Gaël. Tout ce qui est la capitalisation des connaissances, la roadmap KM dans l'ingénierie, les compétences stratégiques à développer. Et puis, le gros sujet aussi qui sont hyper importants quand on fait de l'ingénierie, c'est la marge sur les projets. Et puis le dialogue entre l'amont et l'aval, c'est-à-dire entre le moment où on répond à l'appel d'offres et puis la partie exécution où on produit et après ensuite on fait la partie support maintenance. Et là, effectivement, c'est un gros défi dans l'ingénierie et on va en parler tout à l'heure. Donc, eh bien, c'est un beau sujet que je vais laisser Gonzague introduire. Oui, alors pourquoi est-ce qu'on a pris ce sujet? Déjà parce que très pragmatiquement, on a beaucoup de nos clients, Louis-Pierre et moi, qui sont dans ce domaine-là, au sens large. Donc il y a l'ingénierie, travaux publics, bâtiments, il y a développement de nouvelles molécules dans l'industrie pharmaceutique, mais il y a aussi l'ingénierie des systèmes d'information, il y a la propriété intellectuelle. Bon.
Et il nous apparaît, si ces entreprises nous ont demandé de les aider, c'est qu'elles attendent beaucoup du knowledge management. Ce sont des entreprises qui ont vu beaucoup changer la manière de répondre à des appels d'offres. Nous, comme consultants, on l'a vu. Il y a une époque, la réponse à un appel d'offres, c'était quelques pages en disant qu'on était les meilleurs. Je simplifie. Aujourd'hui, il faut prouver qu'on est les meilleurs. Il faut prouver qu'on a des idées, qu'on a des solutions dans les tiroirs et qu'on va aider un client à adapter une des solutions qu'on aura choisies ensemble à sa problématique. Donc, ça change complètement l'approche. Et le knowledge management, c'est une réponse pour répondre à ça. Ça fournit beaucoup d'informations et ça permet d'enrichir cette phase très, très importante qui est la réponse aux appels d'offres. C'est à la fois beaucoup de connaissances, mais c'est aussi une capacité à travailler ensemble. Dans les réponses aux appels d'offres, bien sûr, il y a des gens techniques, mais il y a des financiers qui vont surveiller la marge. Il peut y avoir des aspects administratifs. Et puis, on anticipe déjà les mises en œuvre parce que de plus en plus, les clients veulent qu'on s'engage non pas uniquement sur le cadrage, la partie étude, mais aussi sur la réalisation, voire sur la maintenance. Bon. Et donc, on voit déjà apparaître cette cohérence sur la continuité, qui est un enjeu très fort, sur des projets, des chantiers qui ont pris des tailles considérables. À nos clients dans les travaux publics nous disaient il y a quelques années, on parlait de centaines de millions d'euros, maintenant on parle de milliards. Donc on change d'ordre de grandeur. Les enjeux donc, sur les marges sont considérables. La complexité technique est importante. La complexité réglementaire est de plus en plus importante avec l'impact notamment environnemental pour ceux qui travaillent dans les travaux publics ou dans les énergies renouvelables. Donc, on a besoin de beaucoup d'informations. On a une marge, des enjeux sur la marge. Donc, ça, ce n'est pas nouveau. Mais le KM, justement, parce qu'il permet de construire une connaissance globale du projet, de l'affaire, va permettre d'éviter un déséquilibre de type on est très bon dans une phase amont et pas bon du tout dans la phase aval. C'est le garant de la cohérence parce qu'on va construire un patrimoine de connaissances commun à l'ensemble de l'affaire. Oui, ou aussi permettre à l'aval, l'expérience de l'aval, de percoler vers l'amont pour faire des propositions commerciales qui seront meilleures que si on n'avait pas tenu compte des retours. Absolument. Notre observation, c'est qu'on a des clients qui sont passés de start-up à leader sur leur marché. Je pense à nos clients dans le dessalement d'eau de mer. C'est parce qu'ils exploitaient les usines qu'ils fabriquaient. Et donc, quand il y a ce lien qui fonctionne entre l'aval et l'amont, eh bien, on est gagnant-gagnant. Et c'est une manière aussi construire, de préserver cette marge. Bon. Puis un dernier point qu'il ne faut pas négliger, c'est une ingénierie documentaire qui est toujours croissante parce qu'il y a des plans d'assurance qualité. Aujourd'hui, on s'engage, donc on écrit beaucoup de documents, on documente tout ce qu'on va faire. La notion de livrable est de plus en plus importante, de plan d'assurance qualité, et qu'il faut gagner en efficacité dans cette production documentaire, que ce soit technique, mais aussi sur la partie contractuelle ou administrative. Donc la question de modèle de documents, de savoir réutiliser pour traiter cet aspect-là n'est pas du tout à négliger. Donc, c'est un aspect important sur lequel on reviendra. Oui, et puis il y a aussi une notion de vrac documentaire. Un projet génère beaucoup de documents et qu'est-ce qu'on fait à la fin du projet? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on jette? Qu'est-ce qu'on réutilise? Qu'est-ce qu'on archive? Voilà. Donc, la gouvernance de l'information est au cœur des problématiques de projet. Elle Puis y aussi, un participe. point que tu as oublié, c'est l'aspect aussi humain. C'est que les gens changent de boîte, tournent. Et le KM peut justement permettre de capitaliser ce savoir, même si les gens quittent l'entreprise. Oui, alors tout à fait. Il y a différents aspects sur la problématique humaine. Il y a une problématique d'identification des expertises. Quand vous êtes un très grand groupe d'ingénierie, eh bien, vous ne connaissez pas personnellement tous les experts. Donc, on a besoin d'outils pour connaître son réseau. On a besoin de mobiliser les personnes sur tout le projet. On a besoin que chacun connaisse le travail de l'autre, un peu c'est vie ma vie. Quand on est, il faut que ceux qui soient dans la partie travaux connaissent les études et réciproquement. Et puis, ce qu'on voit aussi, qui n'est pas toujours bien connu, c'est qu'avec une démarche KM, c'est-à-dire quand vous construisez
un patrimoine de connaissances, vous créez une fierté d'appartenance et que c'est un levier managérial qui n'a pas d'équivalent. Enfin, j'ai vécu ça, que ce soit dans la prestation intellectuelle ou dans l'ingénierie de type génie civil. Quand vous avez réussi, c'est à travers un portail KM, à travers une cartographie de connaissances critiques, à montrer à toute une population eh bien, l'ensemble de leur savoir-faire, vous les rendez fiers de ce qu'ils font et de ce qu'ils savent faire, parce que ça n'est jamais montré. Et cette dynamique, il faut savoir la créer, et le KM peut vous apporter des leviers de management de vos équipes. On va parler donc de quelques solutions sur lesquelles le KM peut aider. Alors, les solutions classiques du KM, on vous en présente quelques-unes ici, elles sont toutes pertinentes dans ce monde-là. J'ai parlé de modèles de documents, c'était un grand classique. Les retours d'expérience, les fameux REX ou RETEX, c'est une source importante de pépites, de savoir-faire, de réglage, de savoir-faire sur le comportement des matériaux, de savoir-faire sur l'interprétation réglementaire, par exemple. Et donc, ce n'est pas très compliqué à faire, mais il faut le faire avec méthode, et il faut aussi savoir dépasser certaines habitudes que je vois chez certains de nos clients, qui fait que le RETEX est vécu plutôt comme un travail administratif de fin d'étape où on fait la liste des livrables qu'on a transmis, qu'on a fait, et comme ça, on est d'équerre avec les obligations contractuelles. Un REX, c'est beaucoup plus que ça. Un REX, c'est vraiment prendre du recul, c'est regarder ce qu'on a fait, donner du sens à ce qu'on a fait, identifier des pépites, parfois de type réglage, donc des métriques. C'est aussi savoir dégager des ratios qui vont participer à la construction de la marge. Et puis, c'est aussi en termes de méthode, de regarder comment on aurait pu faire autrement. Oui, et ce n'est pas un tir au pigeon où on va accuser ceux qui ont fait des bêtises. Non, ça ne doit pas être ça. Et donc, il faut savoir ensuite les valoriser et coupler ça de plus en plus avec une communauté de pratique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un REX tout seul. Il faut discuter avec quelqu'un, et c'est encore mieux de discuter avec ses pairs, et donc de pouvoir construire des communautés de pratique déjà oralement, verbaliser, s'exprimer, et puis ensuite les formaliser et les partager dans des portails avec des moteurs de recherche. Ça, c'est la partie la plus facile. Et je pense qu'il faut aussi savoir identifier les sujets, être assez volontariste. Il y a 20 ans, le KM, c'était on prenait tout ce qui venait et puis on était content, on réorganisait des bases documentaires comme ça. Aujourd'hui, il faut vraiment construire un plan d'action, un peu une carte au trésor, c'est-à-dire identifier les sujets sur lesquels on a envie d'apprendre parce qu'on expérimente une nouvelle méthode, un nouveau matériau, un nouveau process, se dire qu'est-ce qu'on va apprendre, qu'est-ce qu'on a appris, et partager ce qu'on a appris, soit avec ses pairs, soit vers l'amont pour améliorer la qualité des nouveaux devis. Bon. La veille rentre totalement dans ce dispositif parce qu'elle apporte beaucoup d'informations sur des nouveaux matériaux, sur l'environnement réglementaire qui change énormément et qui est une contrainte forte pour des projets d'ingénierie. Et la veille, effectivement, c'est du KM. Absolument. Alors, on a d'autres types de solutions. Les communautés de pratique, Louis-Pierre en parlera. Les webinaires, en fait, c'est d'utiliser toutes les possibilités des technologies de l'information pour finalement se donner les moyens de transmettre aux autres ce qu'on a appris. On voit là, à travers ces exemples, qu'une démarche KM, ce n'est pas un seul outil. C'est une palette d'outils. Et il faut trouver celle qui est la plus adaptée, soit que vous avez déjà, donc bien l'utiliser, soit intégrer des choses pour accéder à toutes les ressources dans un portail. C'est faire savoir, ça peut être une chose toute simple comme la liste des chantiers en cours, parce que quand nous on fait ça très très souvent, simplement lister et faire en sorte que chacun dise ce sur quoi il travaille et quels sont les savoirs et les savoir-faire principaux qui sont mis en valeur dans ces actions, c'est construire de fait une cartographie des savoirs et des savoir-faire de votre entité. Quand vous avez une certaine taille, vous ne pouvez plus prétendre connaître tout le monde et être à jour sur le niveau de compétence de vos collègues.
Et donc, simplement faire cette liste. Et je reconnais que ça ne se fait pas tout seul. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire, voilà, tu as une liste dans un outil et tu vas mettre, tu as 3 minutes. À chaque fois que tu as un projet, tu passes un quart d'heure pour décrire ce projet. Eh bien, il faut accompagner les gens. Il faut qu'il y ait un knowledge manager qui aide, qui pousse, qui vérifie que c'est fait. Sinon, ça ne se fait pas. Donc, on voit bien là que tous ces leviers dont on vous parle ici, s'il n'y a pas des knowledge managers et à différents niveaux, c'est-à-dire que nous, on est convaincus qu'il faut qu'il y ait des équipiers knowledge management dans les chantiers, dans les affaires. Il faut qu'il y en ait dans l'entreprise, un Global Knowledge Manager qui donne une impulsion, qui est l'architecte de l'ensemble. Mais il faut qu'il y ait sur le terrain des référents KM, voire des Knowledge Managers de chantier quand les chantiers sont importants, pour faire vivre cette circulation d'informations qui est finalement le plus difficile à obtenir, c'est d'obtenir. Donc, il y a un véritable partage et une réutilisation de ce qui est partagé. Justement, je pensais aux communautés. J'ai un exemple que je peux vous fournir. C'est une communauté de chefs de projet dans une grande entreprise industrielle qui regroupait les chefs de projet sur différents bureaux d'études. Et l'intérêt de la communauté était le suivant. Un chef de projet en Arabie Saoudite avait reçu un appel d'offres. Il ne savait pas quoi répondre, parce que c'était assez compliqué sur une solution à construire. Et il s'est dit, soit je réponds pas et on aura les règles, soit je réponds n'importe quoi, ce sera pareil. Et donc, il a posé la question, le au secours dans la communauté, pouvez-vous m'aider pour répondre à cet appel d'offres? Et il a eu plein de réponses, d'autres chefs de projet qui lui ont transmis des exemples de réponses par rapport à ce contexte, mais aussi des réponses d'acheteurs qui ont fourni des listes de prix, des listes de fournisseurs, et après, il a pu bâtir sa proposition commerciale pour répondre aux clients comme ça. Et à la fin, évidemment, quand il a bâti sa proposition, il a répondu à la communauté en la remerciant, deux, en fournissant un résumé de ce qu'il avait appris, avec les pièces jointes, comme ça, tout le monde a pu bénéficier. Et après, la communauté a rediscuté sur le résumé pour pouvoir bâtir en son sein une espèce d'objet de connaissance lié à cet appel d'offres particulier. Donc là, franchement, une communauté a un intérêt énorme quand on veut, par exemple, faire des appels d'offres. Alors, si on va aller plus loin, nous, on a vraiment des convictions de Gonzague et moi, on vous le dit toujours, mais on vous les répète. On croit beaucoup à la puissance du collectif, à la co-construction. Le KM, c'est vraiment de la conversation, de la construction ensemble, et l'innovation, parce que tout ce que l'on fait, lui et moi, on travaille sur des choses qui sont complexes. Le KM, c'est pas simple, c'est complexe, et donc on innove à chaque fois des nouvelles solutions managériales pour que les équipes puissent mieux fonctionner. Alors, on va faire comme d'habitude notre petit brainstorming, car je sens que vous adorez le brainstorming. On le fait à chaque fois et ça marche très très bien. C'est vos enjeux au sujet de l'ingénierie et on va répondre en direct aux enjeux qui vous semblent pour vous les plus importants, car nous avons une expérience, Gonzague en a parlé. Moi aussi, j'ai travaillé dans le KM, dans des entreprises d'ingénieurs, et donc que ce soit Schneider, que ce soit Schlumberger. Donc, j'ai Framatome, Areva avant. Donc, vraiment, j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Donc, effectivement, nous avons de quoi vous répondre à vos questions. Donc, je vous ai mis un lien dans le chat sur Klaxoon et je vous invite à rejoindre sur Klaxoon avec deux. Je vais vous montrer ce que vous allez voir. L'esprit me dit, Patricia, tout à fait d'accord sur la valeur des COP. Merci, Patricia. Ça me rassure. Alors, je partage mon écran. Donc là, vous voyez, on est sur Klaxoon, toujours. Klaxoon avec deux zones. Vos enjeux et à droite, il y a vos obstacles. Vous avez, alors comment ça marche? Probablement, on n'est pas très nombreux. On est 1, 2, 3, 4, on est 7 dessus. Donc, j'attends que tout le monde arrive. Si vous ne pouvez pas aller sur Klaxoon, dites-le moi et je vous mettrai vos post-it, je dirais, dans le chat et je les copierai et je les mettrai dans Klaxoon. Donc, ce que je propose, c'est comment ça marche. Donc, je vous le montre. Vous avez toujours un petit plus en bas. Plus pour dire quoi? Pour rajouter un post-it. Vous avez droit à deux couleurs. La couleur concernant est-ce que c'est un enjeu?
La couleur, est-ce que c'est un obstacle? Vous mettez ici votre idée, votre enjeu. Vous mettez en bas votre nom, sympa pour pouvoir après vous interpeller et donc pouvoir comme ça échanger avec vous durant le webinaire. Et hop, je poste mon post-it avec la petite flèche et je le déplace ici sur enjeu. Il est petit parce qu'en fait, il y en aura beaucoup. Donc après, on pourra zoomer et évidemment commencer à travailler dessus. Donc là, je vous ai un peu forcé à venir sur la zone. Je libère. Et maintenant, vous avez un peu moins de 10 minutes pour y aller et pouvoir justement donner vos enjeux et vos obstacles. Et là, après, on pourra vous répondre. Donc, je vois que ça... Ok, ça commence à venir doucement. Alors voilà, donc ça peut-être que je vais enlever mon enjeu, mais voilà. Palier au turnover, partage partie, je bouge ici, celui-là. N'oubliez pas de mettre votre nom dans le post-it, c'est sympa pour pouvoir après échanger avec vous. Ah, l'obstacle, la langue des documents, c'est un bel obstacle, oui. Gonzague, tu vas dessus, je pense, tu regardes un petit peu ce qui se passe, les post-it. Alors, est-ce que je peux... Alors... Alors... Encore 7 minutes. Il y a pas mal d'idées qui viennent, hein. Ça fleurit. J'essaie de les classer par grand type, hein. Mhm. Oui, on voit des demandes sur la réutilisation des REX. Ça ne m'étonne pas. Faire un REX, c'est la moitié du travail. Ensuite, il faut partager le résultat, faire en sorte qu'il soit compréhensible, pardon. Je crois beaucoup au couplage entre REX et communauté de pratique, puisque dans les communautés, ensuite, on peut à la fois élaborer, préparer le REX, mais c'est aussi une manière de transmettre le contenu des REX, de le challenger aussi, pourquoi pas, de le formuler. Et ce qui fait qu'on a à ce moment-là des REX qui sortent validés par une communauté, ce qui leur donne beaucoup de force. Oui, puis après, le REX peut mener ensuite à une bonne pratique, par exemple. Voilà.
Oui, quand je vois les enjeux là, liés au turnover, l'expertise, savoir-faire et les départs à la retraite, c'est vrai que on a toute une méthode avec Gonzague concernant les connaissances critiques, identifier les connaissances critiques, que ce soit des savoirs et des savoir-faire, qui permet justement de pouvoir trouver des pistes d'action pour répondre à cette problématique justement des gens qui partent à la retraite, des savoirs critiques, des expertises. Alors, je vois aucune stratégie de culture collaborative. Vous touchez là, vous touchez là un point sensible qui est effectivement que le KM a besoin d'outils, mais surtout d'une culture du travailler ensemble, du partage. La communauté de pratique est un moyen de développer une culture collaborative. Mais on peut avoir simplement de participer à des forums, de savoir mener des knowledge cafés ou des conversations scientifiques, simplement savoir discuter avec un collègue, non pas de type conversation de machine à café, mais une conversation un peu de type technique en disant, en osant dire, bon, si on se donnait 1 heure pour traiter un point, quel était le problème, comment tu l'as résolu et qu'est-ce qu'on en tire, vous voyez. S'exercer à ce genre de discussion, c'est rentrer vraiment dans une démarche collaborative. Et il me semble que le rôle de l'encadrement local, c'est de pousser à ce genre de pratiques qui ne sont pas très compliquées en soi, mais qui demandent à la fois une petite impulsion du management local, mais qui peut être le directeur de projet, et puis d'un peu de méthodologie. Donc le rôle du référent quand même, c'est d'aider, c'est de guider un peu les premiers pas. C'est aussi de dire que c'est normal, que ça devient maintenant, je pense, une compétence de base de tout collaborateur sur un projet que de se dire à chaque fin de jalon, mais qu'est-ce qu'on a appris? En fait, qu'est-ce qu'on ferait différemment? Est-ce qu'on a bien fait de faire comme on a fait? Qu'est-ce qu'on a appris qu'on ne referait pas différemment? Et tout ça, ça donne aussi du sens à son travail. Et je pense que c'est aussi un plus qu'apporte ce genre de démarche, c'est que ça donne un sens au travail et ça évite la dérive qu'on peut avoir dans une société d'ingénierie de conseil, qui est d'enchaîner un peu de manière mécanique des dossiers sans jamais se poser. Alors, il nous reste, on va faire un exercice toujours qui est hyper sympa. C'est pour répondre vraiment à ce qui vous semble le plus important. Vous allez en fait voter pour les enjeux et les obstacles qui sont pour vous les plus importants. Donc pour ça, comment fait-on pour voter? On met des petits cœurs. Alors les petits cœurs, vous avez droit en fait à 4 cœurs, 2 par zone. Donc comment mettons un cœur sur une idée? Eh ben, on met par exemple, on clique sur l'idée une fois, il y a un petit cœur qui apparaît ici, on met le cœur rouge et là je vois un cœur qui est là. Et donc on va pouvoir après trier les idées par celles qui ont le plus de cœurs. Donc je vous encourage d'en mettre peut-être pas 2 mais 3. Allez, vous êtes droit à 3 cœurs par zone. 3 cœurs pour enjeu, 3 cœurs pour obstacle. Et je vous laisse mettre des petits cœurs sur les idées que vous préférez. Et après, on va les trier. Donc, je vous laisse les lire et choisir celles que vous préférez. Donc, je vous laisse mettre des petits cœurs. Donc, 3 cœurs dans le bleu, 3 cœurs dans le jaune. Et après, on pourra comme ça y aller. Après, vous mettez les cœurs. Je vous laisse mettre les cœurs. Pendant ce temps-là, juste vous rappeler effectivement, donc nous, ce qu'on a mis en place, donc c'est une suite de webinaires, un cycle sur le management des connaissances et surtout, vous pouvez nous contacter. C'est super important pour un diagnostic gratuit avec nous, 45 minutes en tête-à-tête. Vous pouvez ça, nous contacter et je vous ai mis le lien dans le chat.
nous contacter pour prendre rendez-vous pour exposer votre problématique, votre démarche, où vous en êtes. Et donc, comme ça, nous pouvons vous répondre et vous donner esquisser des pistes et essayer un peu de démêler la complexité que vous avez au sein de votre problématique, parce que souvent, ces problématiques quand même ne sont pas simples, hein. Il y a plein de fils à attirer, et là, on peut vous aider à voir un peu plus clair dans le nuage de possibilités liées à votre problématique. Donc, n'hésitez pas, vous nous contactez, vous allez sur amalté.com/diag, vous prenez rendez-vous, et Gonzague et moi, on sera très heureux de pouvoir passer avec vous 45 minutes pour échanger. On l'a fait déjà pas mal de fois dans le passé. C'est toujours Ouais. agréable d'échanger sur des problématiques qui sont les vôtres et de venir auprès de vous avec quelques idées. Alors, je reviens sur les enjeux sur Klaxoon. Et là, je pense que les votes sont en cours. Et je vais faire un tri. Alors, ceux qui ne savent pas, on va faire un tri. Ici, une vue par colonne. Donc là, j'ai deux colonnes, hein, les enjeux et les obstacles. Et je peux trier cette vue par du plus aimé au moins aimé. Donc là, d'un seul coup, je peux faire venir les post-it les plus importants selon vous. Alors là, on peut voir par exemple que créer de la transversalité entre les métiers, c'est le plus important. Et la valo, par contre, c'est un des obstacles majeurs. Ah voilà, bah, tiens, tu parlais des référents tout à l'heure, Gonzague. Peut-être que tu peux continuer sur le sujet. C'est devenu un sujet hyper important. Tu disais sur la... Les référents, mobiliser les référents. Oui. Ce qu'on voit, pour, pour que le KM soit une solution d'ensemble dans une affaire ou dans un grand projet, et pas uniquement la préoccupation de chacun des métiers, il faut souvent les knowledge managers existent, les référents KM existent par activité. Il y en a un pour les gens qui font des devis, les études, il y en a parfois dans les travaux de réalisation, on peut en avoir en maintenance. Bon. Donc ça, c'est déjà très bien. Mais si on veut avoir une cohérence globale de l'offre, donc une marge conçue globalement, il faut que ces référents KM se mettent en réseau. Et c'est en fait parce que les référents KM collaborent plus facilement que les métiers qu'ils représentent. Et donc, ça crée, cette proximité entre eux va faciliter le partage d'informations entre les différents métiers pour décloisonner. Dit autrement, le réseau KM fait ce travail de liaison que les différents métiers ont du mal à faire. Ce qu'on voit aussi, c'est l'intérêt de ces référents KM, c'est qu'ils sont souvent, ils ont le métier, ils connaissent bien le métier de ceux qu'ils accompagnent, et donc ils sont capables d'être très concrets, d'être très réalistes, et ils apportent un vrai savoir-faire en termes de formalisation, par exemple pour faire un REX, ou aussi pour juger de l'importance d'une pratique. Est-ce que c'est une pratique très marginale ou est-ce que ça peut devenir une bonne pratique, d'inciter les collaborateurs à aller chercher de l'information dans les ressources du portail KM, les inviter à participer à des communautés de pratique. Bref, ce sont vraiment des médiateurs de proximité indispensables, et il ne faut pas non plus faire peur aux dirigeants en disant qu'il faut créer des postes partout. Et on peut très bien être un référent KM qui fait, mettons, 4 heures par semaine. C'est déjà un début. Et ce qui est important, je le dis souvent dans les démarches KM, c'est d'amorcer la pompe. Je prends souvent l'image de la spirale. Et donc, il faut avoir des petits succès locaux qui frappent les esprits. Et à partir de là, vous aurez plus de ressources pour avoir plus de succès et pour que votre direction générale reconnaisse l'intérêt du KM. Donc, je crois beaucoup à ces approches par petits résultats qui deviennent des grands succès et qui contribuent fortement à la communication sur les réussites du KM. Oui, et ça fait écho effectivement à l'autre post-it qui est peu ou pas de valorisation
de la contribution à la capitalisation, effectivement, c'est important dans ces cas-là d'avoir quelqu'un en centrale, un groupe central de KM qui puisse aider cette notion de valorisation. Et c'est là aussi que les communautés peuvent jouer un rôle, parce qu'on imagine très bien qu'on peut capitaliser par domaine, domaine d'ingénierie, domaine d'expertise, que ces domaines soient liés à des communautés, que ces communautés, elles, soient en charge de s'assurer que le répertoire, que la base de connaissances liée à ce domaine soit bien mise à jour. Et après, c'est le rôle de la communauté de reconnaître ses pairs qui sont les plus contributeurs ou ceux qui ont le plus réutilisé, par exemple, et de s'associer dans ces cas-là avec quelqu'un en centrale qui s'occupe de la partie KM globale, pour, par exemple, avec la communication, faire des événements annuels qui permettent de récompenser, de reconnaître les gens qui capitalisent, les gens qui réutilisent. Lafarge faisait, par exemple, chaque année, un grand événement annuel d'entreprise et dans lequel il y avait une partie concernant à la réutilisation. On récompensait celui qui donnait, celui qui prenait, parce qu'ensemble, ils avaient réutilisé, donc ils avaient gagné soit de l'argent, soit du temps, etc., etc. Donc, c'est vraiment important d'avoir une valo, mais que ce soit aussi l'entreprise qui reconnaisse, et ça, un programme de KM d'entreprise peut aider fortement à ceci, et les communautés, évidemment, ont un rôle important à jouer. Un autre, Gonzague? Sur les… Oui, je pensais à des anecdotes d'entreprises qui organisaient ce genre d'événements. C'est le knowledge manager qui était un Anglais qui disait, quand j'étais à l'école, on me disait, Peter, tu as interdiction de copier sur ton voisin. Et maintenant, je suis là pour vous dire, je félicite le premier qui copie sur son voisin. Voilà. Alors, c'est une blague, mais comme les anglo-saxons adorent, mais je pense que ça dit aussi beaucoup d'une certaine mentalité de pensée collective et qu'il est important, effectivement, qu'à tous les niveaux, dans le cadre d'un projet, il y ait cette vision collective qui soit rappelée. Parce que notre expérience, on voit sur le terrain, il y a beaucoup d'experts au sens large du terme. Ça peut être des compagnons, ça peut être des gens sur le terrain. Ils apprennent des choses et au fond, ils n'ont pas forcément l'idée que c'est normal et naturel et même souhaité que de le partager avec leur père, voire de le partager plus globalement. Il y a une sorte de frein psychologique parfois, et que toute cette communication, par exemple, comme disait Louis-Pierre lors d'événements, mais aussi par un chef de projet qui insiste beaucoup là-dessus. Tiens, aujourd'hui, il y a eu un aléa, on a réussi à réagir, on a trouvé une manière de faire. Il ne faut pas que ça reste entre nous, il faut trouver un moyen. Or, aujourd'hui, ces moyens, vous les avez. C'est-à-dire, vous pouvez poster 3 lignes dans un chat, vous pouvez en parler dans une communauté, vous pouvez en parler à un collègue ou en parler au référent KM qui, lui, fera un papier, un article ou un sujet, ouais, il saura quoi en faire. Donc, je pense que c'est presque une nouvelle habitude, des nouveaux réflexes à acquérir et qui sont indispensables parce que on peut avoir un KM un peu classique, si vous voulez, de veille, de documentation, c'est très bien, ça ne se fait pas tout seul. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut aller beaucoup plus loin en termes d'animation. Et ces animations, oui, c'est des petites choses. Mais simplement, il faut à la fois avoir des personnes qui dépassent peut-être certaines réserves naturelles, et puis des facilitateurs qui sont les knowledge managers et qui sont là pour l'accompagner. J'en prends un petit dernier que j'adore, c'est le ROI. Alors, le ROI du KM, je vous dis tout de suite, et je pense que vous sera d'accord avec moi, on le cherche toujours. Oui. Ça fait plus de 20 ans, 30 ans qu'on en parle et on le cherche toujours. Pourquoi? Parce que c'est très difficile de pouvoir mettre le doigt sur un retour tangible, monétisable du KM. Il y a quelques cas, je dirais, un peu emblématiques, exceptionnels, où on peut mesurer le temps des gens, genre centre d'appel par exemple, ou il y a encore réponse à appel d'offres, on pourrait estimer le temps gagné, etc. Mais c'est très très dur de voir en quoi est-ce que l'apport du KM a pu aider versus d'autres facteurs. Donc le ROI du KM, c'est entre guillemets, c'est pas ça qu'il faut vraiment rechercher, c'est plutôt l'inverse. C'est que se passerait-il si il n'y avait pas de KM? S'il n'y avait pas de KM, voilà ce qui se passerait. Vous auriez une perte de temps, des gens qui partiraient sans transférer leurs connaissances, donc plus tard vous auriez des problèmes, du savoir qui serait perdu. Et donc s'il n'y a pas de KM, voilà les impacts. Donc il faut vraiment renverser la question, que se passerait-il si il n'y avait pas?
Une anecdote, là, on a travaillé récemment avec l'ingénierie des énergies renouvelables, des parcs d'éoliennes, et le président de la société donc a animé une grande réunion et il a demandé à ce qu'on lui présente des apports. Et quelqu'un a dit, ben, on a monté une communauté de pratique autour de la maintenance, mais il y avait des ingénieurs, mais il y avait aussi des acheteurs, des juristes, et on a trouvé une manière de rédiger la clause de maintenance de notre parc d'éoliennes nouvelle qui va nous permettre d'avoir des conditions beaucoup plus avantageuses. Et on l'a déjà réutilisée, cette clause, dans le nouveau contrat, une troisième tranche du parc d'éoliennes qu'on vient de construire. Ben, il n'y avait pas besoin de lui en dire plus, parce que lui, il sait ce que c'est qu'un contrat, il sait les milliards qui sont en jeu. Eh bien, si vous avez trouvé une pépite pour gagner même quelques pourcents sur un contrat, c'est tout bénéfice. Vous voyez. Donc, et je pense que les dirigeants dans une société d'ingénierie, ils sont tout à fait conscients de ça. Donc, il faut plutôt leur raconter des bonnes histoires, leur sortir des pépites, et pas forcément de calculer du retour sur investissement dont tu sais que le côté un peu arbitraire. Oui, et puis c'est pas un problème d'outils, le KM, hein, parce que je vois notre ami Eric qui n'arrête pas de faire la promo de Proxem d'Assaut. Mais Je vois ça, oui. c'est pas un problème d'outils, hein, c'est un problème humain. L'outil, ça vient largement après, qu'on est Proxem ou Tartampion, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que voir l'outil, le meilleur outil du monde, mais s'il n'y a pas de culture de partage, de réutilisation, et que le top management n'encourage pas justement le partage, le transversal et la réutilisation, eh ben, vous pouvez très bien avoir l'outil, le plus bel outil du monde, ça ne marchera jamais. Alors, il nous reste 3 minutes, hein, donc on peut toujours en discuter sur le sujet, prendre une autre, et en même temps, je vous donne un petit lien vers votre évaluation du webinaire pour avoir votre feedback, bien sûr, ça nous intéresse toujours. Et pendant que vous marquez votre évaluation, peut-être qu'on peut s'en prendre un petit dernier dans la liste des trucs qui sont importants. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? S'appuyer sur le KM pour une réorg. Ça, c'est un beau sujet, ça aussi. Je l'ai vu dans des fusions et acquisitions. Oui. Dans les grands groupes industriels français qui achètent régulièrement des entreprises, hein, le KM a été utilisé alors, soit en amont, durant la phase de due diligence, pour avoir une idée. Parce que souvent, on s'accroche sur tous les aspects financiers. Mais rares sont les due diligence qui regardent l'aspect KM. Il avait regardé l'aspect amont, c'est qui étaient les sachants dans la boîte que l'on rachetait, quel était le savoir critique de la boîte que l'on rachetait, pour que dans le rachat, on dise nous voulons avoir machin, 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 machin dans l'entreprise que l'on rachète, et on va avoir telle base de connaissances qui soit aussi comprise dedans pour éviter que les gens s'en aillent ou que la connaissance soit dilapidée. Et puis aussi, une fois que ça a été racheté, ça c'était après, ça a été incorporé des communautés existantes de l'entreprise rachetée ou incorporé dans ces communautés à soi des membres de l'entreprise qui étaient rachetée pour tout de suite favoriser les échanges transverses entre les deux entreprises. J'aime bien intégrer le KM dans les processus de l'entreprise. Moi, je suis vraiment persuadé de ça. Si vous voulez convaincre des dirigeants ou un responsable métier, il faut lui montrer cette articulation entre l'ensemble des leviers dont on a pu vous parler et le processus métier. Et c'est cette articulation qui va le convaincre que le KM n'est pas qu'une super doc, et parler simple, et que c'est vraiment un moyen d'apporter des ressources et de transformer la manière de faire son métier, donc d'avoir des appels d'offres plus riches, de contribuer à des standards, de contribuer à de la collaboration entre des personnes de métiers différents. Et là, vous leur parlez beaucoup plus. Et le management local, il devient convaincu de l'intérêt du KM quand vous articulez le métier avec le KM. Alors, il y a une travail dans le commentaire importante de la relation entre KM et RH. Et c'est vrai que je crois beaucoup à la relation entre la fonction learning et development, L&D, et le KM. D'ailleurs, quand j'étais chez Schneider, j'ai beaucoup œuvré pour avoir un sponsor, un co-sponsor de la fonction de la SVP
LND du KM parce qu'il y a vraiment, le KM peut beaucoup aider la fonction learning et développement grâce à tout ce qui est le onboarding des nouveaux arrivants, les aspects de savoir tacite à transférer, la notion de communauté peut aider la notion d'apprentissage social. Il y a vraiment des liens très forts entre la fonction RH et le KM. Alors, il est midi 15, c'est l'heure de se dire peut-être au revoir. Alors, on va peut-être pas faire tout de suite des nouveaux webinaires, on va peut-être faire une pause. Gonzague et moi, on se dit que même s'il y a une très bonne idée de webinaire dans le chat, KM au service des enjeux orga, ça c'est un beau sujet. Et je pense qu'on va revenir à la rentrée du mois de septembre, car nous avons pas mal de choses sur le feu là, à l'heure actuelle. Mais c'était super sympa, effectivement. Ouais. On peut signaler que le 6 juin, c'est un de ces événements qui nous occupe. Le 6 juin matin, au CNAM, il y a une matinée d'études sur devenir knowledge manager qui sera sur place, mais retransmise en direct sur Internet. Donc, si vous me contactez ou contactez Louis-Pierre, on vous enverra le lien ou l'adresse si vous souhaitez être sur place. Il y aura au moins 6 knowledge managers qui partageront leur expérience. Oui, sachant qu'on a déjà, si vous allez sur nos profils respectifs, on a déjà posté un article, un petit message pour cette journée du 6. Donc, on a pas mal d'intervenants et je vais animer une table ronde, Gonzague et le grand Manitou de la cérémonie et ça va être super intéressant en plus. Eh Voilà. bien, Il y aura un numéro spécial de la revue I2D qui paraîtra soit avant, soit après l'été, avec des articles de Knowledge Manager, qui là aussi feront un point. Ça faisait 10 ans que cette revue n'avait pas fait de numéro spécial quand même, et là, donc on m'a demandé de le coordonner. Donc j'ai reçu les articles, ce sera de très bonne qualité, ça donnera une vision très réaliste du KM aujourd'hui, des noms de personnes que vous pouvez contacter, et puis des knowledge managers qui ont pris le temps justement de s'arrêter et d'écrire quelques pages pour faire le point sur leur activité. Je pense que ça va être passionnant aussi. alors, je mets dans le chat le lien vers la revue I2D parce qu'on me demande ce que c'est. C'est lié à l'ADBS, n'est-ce Oui. pas? Voilà. Donc, c'est une revue professionnelle, effectivement, qu'on peut trouver sur cairn.info. Donc, on peut télécharger, acheter. Et ce sera pour le mois en juin, je pense, c'est ça? Ça dépend. Les éditions des numéros spéciaux, on a des aléas. Ce sera autour de l'été. Avant, j'espère avant, peut-être après, peut-être, ou plus tard en septembre. Eh bien, voilà. Mais sur ce, nous vous souhaitons une très bonne journée. Toujours aussi sympa ce webinaire. Merci. Et puis, en septembre, en octobre, on vous fera savoir dans notre canal du webinaire. Et nous vous souhaitons une très très bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir.